Bonjour tout le monde, bonjour à toutes et tous, bonjour Bernard. Bonjour tout le monde, bonjour Alain. Alors, je suis Monsieur Weissrock, donc de la société WH Self Invest. À l'image, vous avez Bernard qui est le premier intervenant de cette journée de webinaire, donc qui va se dérouler de 11 h à 18 h. Bien entendu, tous les webinaires sont enregistrés, ils seront ensuite mis en forme et postés individuellement sur la chaîne YouTube, donc webinaire par webinaire, hein. Vous n'aurez pas un seul enregistrement qui va durer des heures et des heures. Vous pourrez choisir enregistrement par enregistrement pour revoir les replays pour les personnes qui ne seraient pas en direct actuellement. Donc, pour ma part, je suis présent toute la journée aux côtés des intervenants et j'interviendrai bien sûr s'il y a lieu. Voilà. Donc, je donne sans plus tarder la parole à Bernard. Ok, ça marche, Alain, je te remercie, c'est très sympa. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'espère que les marchés en ce moment sont gentils avec vous. Et on y va tout de suite parce que je crois qu'il faut tenir le timing, non? N'est-ce pas? Bon. Tout à fait. Qui est évidemment le sujet du jour, hein. C'était un très mauvais jeu de mots, évidemment. Allez, pour ceux qui ne me connaissent pas, ça fait plus de 25 ans, bientôt 30 ans maintenant que je suis dans le trading. J'ai d'abord été trader individuel, puis j'ai été ensuite trader professionnel dans 3 fonds. Et je dirige maintenant une fintech eWinvest qui a obtenu le label French Tech, la bourse French Tech et le lauréat du réseau Entreprendre, qui a pour objet la démocratisation de la bourse auprès des individuels, donc des particuliers, mais aussi d'un certain nombre de travaux que nous avons sur la recherche et sur les cours de bourse auprès des sociétés de gestion qui utilisent essentiellement l'analyse fondamentale. Donc, on travaille avec les particuliers, mais aussi avec les professionnels. Et sinon, je suis auteur de 2 ouvrages, Trading de contrats futurs et stratégie de marché. Sur cette présentation, nous pourrons y aller. Alors, je pense que je vais y aller tout de suite. Pourquoi faut-il avoir des entrées précises? Trop souvent, il me semble, trop souvent, j'entends, je vois, j'observe des entrées et après coup, lorsque je demande pourquoi tu es rentré là, on me dit, bah, je sais pas. Alors, un coup, ça, enfin, je sais pas, un coup, ça va être parce que le marché allait monter, effectivement, le marché venait de faire 20, 30 points, 50 points, et généralement, on commence à s'énerver, donc on vient acheter, non pas la hausse qui va se faire, mais la hausse qui a eu lieu. Donc ça, c'est jamais une excellente idée. On a ensuite souvent des entrées où vous allez rentrer une fois de cette manière, une fois d'une autre manière. Ça, c'est jamais une excellente idée. Donc, on va essayer de voir pourquoi il faut vraiment être précis dans nos entrées. La première chose, c'est que si l'on rentre mal, si l'on n'a pas des éléments clairs, moi, lorsque je rentre, c'est au tic près, donc au point près. Soit je rentre là, soit j'y vais pas. Voilà. C'est pas le tic avant, ce n'est pas le tic suivant. C'est à ce niveau-là que je peux rentrer. Et si je rate l'opportunité, si l'opportunité ne se présente pas, ben, j'attendrai la prochaine occurrence, la prochaine opportunité, mais en aucun cas je me précipiterai, en aucun cas je cours après le marché. Si j'ai raté la hausse, si j'ai raté une baisse parce que je faisais autre chose, parce que je ne l'ai pas vu ou pour X raisons, je ne cours jamais après le marché. Et chaque fois dans des temps anciens où j'ai voulu courir après le marché s'est chargé de m'expliquer que si je le faisais, ça me coûtait cher. Donc, comme je suis trader, que lorsque j'essaye, que je fais quelque chose, je paye pour le voir, autrement dit, je perds, j'évite de reproduire des habitudes qui me coûtent de l'argent. Alors, le mauvais timing, pour moi, le premier point et le plus embêtant, c'est qu'on va avoir un stop loss, hein. Évidemment, j'imagine que tout le monde, si vous êtes là, vous êtes des traders sérieux et donc vous posez un stop à chaque fois que vous ouvrez une position. Je ne vous ferai pas l'injure de croire que certains rentrent sans gérer leur risque, puisque évidemment, lorsqu'on ne gère pas son risque, le risque, si je puis dire, c'est que ça finisse mal. Le risque, c'est que vous envisagez de perdre. Enfin, non, généralement, lorsqu'on ouvre une position,
avant de bien comprendre le mécanisme, on envisage le gain. Et donc, on oublie que la seule vraie certitude, c'est que l'on peut avoir une perte et la perte, on ne l'envisage pas. Donc, peut-être que l'on va risquer 100 et qu'au final, on va perdre 200, 300 ou plus que ça. Et ça, il ne faut pas. Et donc, si on a une mauvaise entrée ou une entrée qui n'est pas très précise, ben, le stop, lui, ne pourra jamais l'être. Et donc, qui dit un stop qui est très éloigné veut dire plusieurs choses. Alors, je vais mettre le point rouge comme ça, vous saurez de quoi je parle. Le stop éloigné, qui dit un stop éloigné va aussi dire que la probabilité ou la possibilité d'utiliser le levier à bon escient, une saine utilisation du levier. C'est-à-dire que je déconseille le levier lorsqu'on est un trader débutant, mais ensuite lorsqu'on commence à être un trader régulier, puis un trader expérimenté, le levier, évidemment, on peut l'utiliser si on l'utilise lorsqu'il le faut. Mais le seul moyen pour utiliser vraiment le levier, c'est vraiment de se dire que le stop doit être le plus proche possible. Plus le stop est éloigné, moins je pourrai utiliser de levier et plus mon risque sera large. Donc, avoir un stop précis est vraiment la base lorsque l'on veut trader. Et lorsque j'emploie le terme trading, j'emploie aussi bien pour celui qui va faire du scalping ou du day trading que celui qui va faire de l'investissement. Pour moi, je ne fais aucune différence entre lorsque je rentre, il faut que je connaisse le risque que j'engage sur la position que j'ouvre. Il est hors de question, lorsque j'ouvre une position, de ne pas connaître le risque que j'engage. Ensuite, le mauvais timing, c'est quoi? Ça veut dire que je rentre, peut-être que j'ai raison, peut-être que je rentre à l'achat lorsque tout est vert, lorsque tout va bien. Mais si je rentre sans avoir une entrée précise, une entrée qui va me dire là, le marché peut accélérer vers le haut, peut-être que ça va rentrer sur un range long, sur un triangle, autrement dit sur une phase de trading range. Et là, ça veut dire que je vais être soumis à de l'impatience, à de l'énervement, à de la tension, à du stress, puisque évidemment, chaque tic qui va aller dans mon sens, je vais faire waouh, c'est bien. Et chaque tic ou chaque point qui va venir dans le sens inverse va faire que je vais me dire aïe, 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 aïe. Et si, et si, et si. Donc, au final, plus le trade dure, très clairement, plus le trade dure, plus je m'énerve, plus je suis en tension, plus je suis en stress. Et donc, plus je suis en probabilité de faire une erreur, pour le dire gentiment, parce que mes émotions risquent de prendre le dessus. Et ce n'est jamais bon, car mes émotions prennent le dessus sur mes décisions qui doivent être toujours rationnelles en bourse. Donc, plus ça dure, plus effectivement, voilà. Ensuite, l'idée, c'est que le mauvais timing, ça va être l'inverse de la performance maximale avec le moins de frottement. C'est-à-dire que si je rentre mal, je vais avoir une perf qui sera tout sauf maximale parce que je vais être en stress, donc le frottement, ça va être dur. Et la probabilité que j'utilise le levier, donc que je tire le maximum de la position que j'ai sous les yeux, elle n'existe pas non plus. Donc, je vais travailler beaucoup, je vais travailler dur, et au final, la récompense sera faible. L'intérêt est assez moyen, donc là, normalement, vous devriez voir quand même à peu près l'intérêt de se dire des entrées précises et cruciales lorsque je trade. Voilà. Et évidemment, plus on va avoir une entrée précise, plus on va mécaniquement avoir un risque réduit, un risque que l'on maîtrise. Vous ne me recevez pas, on me dit que le son est coupé par les organisateurs. Je ne comprends pas tout.
Non, je pense que le son est OK. Alors, ça concernait là, pour le coup, j'ai reçu le mail de la personne qui indiquait cela, mais Il voulait parler. ça doit être une fausse manip. Honnêtement, euh, enfin, confirmez-nous, mais je pense qu'on a déjà eu beaucoup de confirmations. Confirmez-nous que le son est OK pour tout le monde. Le son Mais fonctionne, oui, me dit-on. Non, non, je pense qu'il y a eu une mauvaise manip de la part d'une seule personne qui m'a également envoyé un mail. J'allais lui répondre. Mais pour le coup, voilà, tout le ça monde est OK marche. pour le son. Il a dû faire une Merci fausse beaucoup. manip. Merci à tous ceux. Alors, si vous avez des questions au fur et à mesure sur ce que je raconte, vous n'hésitez pas, vous y allez. Et donc, le risque réduit, alors, en tant que day trader principalement, euh, même si aujourd'hui j'ai agrandi le panel de ce que je fais, donc je fais beaucoup de screen trading et je fais de l'investissement moyen long terme en action. La base de tout mon trading depuis près de 30 ans reste le day trading. Je considère que lorsque je ne suis pas dans le marché, mon risque est de zéro. Jusque-là, je pense que tout le monde va dire ah ben oui. Donc ça veut dire que plus longtemps je reste dans le marché, que plus longtemps je reste dans le marché, et plus le risque que je prends est large. D'accord. Voilà. Donc, lorsque je suis très précis sur mes entrées, ben, ça veut dire que je vais réduire ma durée de trade et c'est vraiment ce que je recherche. Pour ceux qui auraient lu mon second livre, j'indique le nombre de périodes après l'ouverture et je considère que selon la stratégie que j'utilise, mais après 10 ou du T après l'entrée, si je n'ai pas eu ce que je veux, c'est que probablement mon entrée n'était pas là où là. Donc voilà. Donc rester ouvert en fait en position n'est jamais une excellente idée. Alors là, je pousse un petit coup de gueule gentil, mais quand même. J'entends beaucoup des fois, notamment en investissement, on parle de DCA. Je trouve que c'est très à la mode, euh, notamment depuis le Covid où on a eu donc beaucoup de nouveaux investisseurs et c'est très bien qu'ils soient venus sur les marchés. Mais en fait, le DCA, en fait, c'est ce qu'on appelle en langage de trader des moyennes à la baisse. Et le DCA, c'est tout simplement vous repérez un niveau support, donc il ne faut pas avoir fait de très longues études en analyse technique ou en je ne sais quoi pour repérer un niveau support, alors que ce soit un niveau support horizontal, oblique, ce que vous voulez. Vous rentrez sur ce niveau, si ce niveau est cassé, vous rentrez sur le niveau suivant, si ce niveau est cassé, vous rentrez sur le suivant. Et quand vous faites ça avec des actions que je ne citerai pas ici, mais j'imagine que si vous regardez un peu les marchés, vous les connaissez. Moi, j'ai des clients qui voulaient acheter des maisons de retraite ou des groupes informatiques, vous voyez, je vous laisse à peu près situer à peu près, qui voulaient les acheter autour de 50, alors que c'était des entreprises qui avaient coté pour l'une plus de 100 et pour l'autre près de 100. Et à 50, ils me disaient tous, ah ben ça vaut le coup, à 50. Et si à 50 ça baisse, on l'achètera à 30. Ouais. Sauf qu'aujourd'hui, c'est à 8, les deux. Voilà. Donc, acheter en baisse, sous prétexte qu'on peut, je suis contre. Voilà. Euh, donc, une entrée doit être précise et une entrée doit impliquer un stop de protection. Si on ne fait pas ça, c'est la porte ouverte à effectivement, j'achète parce que ça baisse, j'achèterai plus bas, je moyennerai, ou alors lorsque ça monte, qu'on est en day trading, je vends parce que ça c'est allé trop haut. Et les grandes catastrophes, les traders qui explosent les comptes font ça. Donc après, il faut choisir ce que l'on veut faire. Est-ce qu'on veut faire du trading, est-ce qu'on veut faire du trading de manière efficace, propre, gérable, où on peut reproduire ce que l'on fait, ou est-ce qu'on est sur un mode cow-boy? Rien contre les cow-boys, évidemment, mais les cow-boys ne font pas d'excellents traders.
Alors, comment gérer une entrée catastrophique? Merci pour la question. Comment gérer une entrée catastrophique une fois que le mal est fait? Merci Karine pour cette question. Alors, généralement, j'ai du métier. J'ai du métier, point. Généralement, virgule. Lorsque je rentre, je respecte mes règles. Après, je suis un homme. Il peut m'arriver des fois, effectivement, de me tromper. Donc, effectivement, sans why not? Si j'ai une entrée qui ne vaut rien, qui est contre ce que je dois faire, une fois que le mal est fait, je fais quoi? Voilà, je vous prends un exemple que je connais bien, moi. Je coupe la position. Je coupe la position. Dès lors, j'ai une règle claire. Dès lors que je constate que j'ai fait une connerie, pour dire les choses simplement, que je me suis trompé pour une raison, pour une autre, bref, on s'en fout. Je coupe la position. Et je n'attends surtout pas que ça revienne en gain ou je ne sais quoi. J'essaye au contraire de expliquer à mon cerveau que si je rentre mal, je perds. Donc, en fait, je coupe d'autant plus si je suis en perte. Parce que si je commets une erreur lorsque je rentre, donc autrement dit, si je rentre sans respecter les critères que je me suis imposés et que je suis en perte, sortir, c'est un impératif. Et c'est un impératif qui est très intéressant parce que j'explique à mon cerveau que, ben voilà, tu n'as pas appliqué ta règle, résultat, boum. Donc, les prochaines fois, si vous faites ça, généralement, ben, vous vous éduquez. C'est de cette manière que je fais et lorsque mes abonnés ou ceux qui me suivent ou ceux que je forme, je dis aussi ce que je vous raconte là. Et dans tous les cas, rester dans une position ouverte qui tourne mal, sous prétexte que je vais doubler, tripler la position en espérant que ça revienne, surtout pas. Prenez vos pertes. Prenez vos pertes avant qu'elles soient aussi mauvaises. C'est tout. C'est tout ce que je peux dire. J'espère que la réponse est claire. D'accord? Voilà. Après, merci pour vos questions, c'est super. Pourquoi ne devons-nous pas utiliser le levier en tant que débutant? Ce n'est pas le positionnement stratégique d'un stop qui garantit une perte calculée. Je relis. Hein. Pourquoi ne devons-nous pas utiliser le levier en tant que débutant? Alors, la base, le levier, pour moi, ma petite expérience auprès des traders, montre que plus on met la pression, plus évidemment le trader est sous pression et plus il risque de dérailler, déraper. Bon, voilà. Lorsque je recrutais, puisque lorsque j'étais pro, j'ai commencé en tant que trader simple de base, puis j'ai très vite pris la direction des fonds que je gérais, même si je continuais moi-même à trader. J'avais des traders que j'embauchais, que je recrutais, je voyais très bien que lorsqu'on met la pression à des traders, ils ne réagissent plus de la même manière. Et plus on augmente la pression, que ce soit le levier, que ce soit la somme que tu mets entre leurs mains, hein, voilà. Lorsque tu es habitué à gérer 20 000, 100 000 ou 200 000 ou 300 000 et qu'on te met 1, 2, 3, 4, 5 millions entre les mains, des fois, au moment où tu vas appuyer sur la souris, tu fais ah ouais, je ne sais pas. Voilà. Bon, donc tout ce qui est pression, tout ce qui est augmentation de pression, que ce soit en trading ou que ce soit dans toutes les activités sportives, généralement, ça va avec l'expérience. Voilà. On le dit bien pour les sportifs, il manque d'expérience, etc. Et si tu es expérimenté, si tu as connu avant un quart de finale, une finale, une finale, et tu auras plus de chances de remporter ton quart, la demi et la finale parce que tu es plus habitué à la pression. Et le levier, c'est de la pression supplémentaire. Voilà. Alors, je ne dis pas que peut-être, hein, Kevin, il y a évidemment des cas très particuliers,
des gens qui supportent la pression. Moi, je n'ai effectivement jamais eu la pression avec du levier, ça ne me gêne pas. Parce qu'effectivement, ce que vous dites, je raisonne en points et je raisonne avec le risque, donc j'ai pas voilà. Mais généralement, on va dire que le trader normal ou la tradeuse normale va être soumis à plus de pression. Voilà. D'où je déconseille généralement, j'insiste bien, hormis des cas très particuliers, d'utiliser le levier. Voilà. En plus, souvent, ceux qui vont utiliser le levier, ce sont les moins expérimentés, les plus énervés, et ceux à même en fait, le levier va souvent avec, j'oublie le stop. Parce que le levier fait que je vois le gain que je peux gagner, mais la perte, je refuse. Voilà. Si effectivement, Kevin, comme vous me dites, le stop est placé, que la perte est calculée, parfait. Est-ce que j'ai répondu à tous les deux? La présentation est hors cadre, je ne sais pas ce que ça veut dire, donc il faudrait me dire, je ne comprends pas. Ben, merci de me dire que je comprenne. Par la présentation et hors cadre, peut-être que la personne n'avait pas la même lecture de la description du webinaire, je ne sais pas. C'est peut-être sur le sujet du webinaire lui-même. Le timing? D'accord, je ne sais pas. Non, pas le timing, je dirais plutôt le temps. Pas le timing, le thème, pardon. Ah ben, justement, comme le thème c'était ça, le timing, il me semble. Je ne sais pas, voilà. Donc, si vous pouvez préciser, je suis preneur. Du format de la slide. Donc, il y a Raphaël qui me parle du format de la slide. Merci Raphaël, je ne sais pas. Alain, je ne sais pas toi ce que tu vois en retour. Est-ce que tu vois bien? Est-ce que c'est bon ou pas? Pour moi, je vois la slide pourquoi timer nos entrées, mais c'est blanc pour l'instant. C'est vide dedans. Oui, mais là, je viens de changer. Voilà. Attends, j'ai une autre. La slide est trop large sur l'écran, on me dit. Ça, Coupe peut-être la caméra. Coupe peut-être ta caméra. Merci Bernard. Vous voulez que je m'en aille? Je me coupe. Parfaitement. Ces réglages à faire, on me dit Bruno, que je connais bien. Attends. Je disparais. Est-ce que là, ça va mieux? Est-ce que là, ça va mieux? Ossine me dit que c'est pas grave, que c'est pas nécessaire. Ok. C'était lui qui disait. Donc, je sais pas. Le son est effectivement très haché. D'accord, c'est bizarre parce que j'étais en live de tout ce matin. Ok. C'est la présentation. Ok, Ossine. Merci. Allez, c'est bon. Oui, donc je vous ai enlevé la vidéo. J'espère que ça fera un son meilleur et aussi que comme ça, vous aurez une image plus claire. Merci beaucoup, Kevin. Ça me conforte sur le fait que c'est la gestion du stop qui protège le capital. Oui, 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 oui. Donc là, c'est nickel, évidemment. Du moment que vous mettez un stop, je vous félicite. Présentation OK au signe. C'était un réglage à faire chez Passion Bruno. Parfait pour moi. Xavier, c'est pas nécessaire. Soit TVE. OK. A priori, c'est bon. Allez. Alors, donc, le pourquoi est-ce qu'il faut que l'on précise nos entrées? Ben, évidemment qu'on va avoir les éléments donc inverses, mais qui sont très importants pour moi. Et j'espère pour vous, si vous faites du trading. Donc, c'est quoi? C'est que si je rentre précisément, ben, j'ai un stop loss qui est optimal. Il y a en plus des moyens, dès lors qu'on travaille les stratégies, de vraiment optimiser le stop à l'endroit où l'on va le placer. La durée du trade, alors encore une fois, ça c'est moi, mais généralement, on va dire que la plupart des traders sont aussi de cette manière-là. Moi, j'aime bien quand je rentre avoir raison ou tort et rester en position contre le marché n'est jamais une excellente idée parce que je considère que ça use mon temps, mon énergie, et que comme je suis en position, ça use mon risque, et que cet argent que j'ai placé là, il vaudrait mieux peut-être que je le place ailleurs. Cette énergie que j'ai placée là, peut-être qu'il vaudrait mieux que je la place ailleurs. Donc, encore une fois, lorsque je rentre, soit j'ai tort,
soit j'ai raison, mais rester en position dans des deux mouvements qui m'apportent ni satisfaction, ni gain, ni perte, et où ça traîne, c'est pas le genre de choses qui m'intéresse. Voilà. Dès lors que je rentre bien, ben, je vais avoir un niveau de stress faible parce que je rentre, soit j'ai tort, mon stop est là pour très vite me dire que j'ai tort, soit j'ai raison, et à ce moment-là, ben, j'ai raison. Voilà. Je peux utiliser le levier, plus de levier, plus sereinement, etc. J'optimise effectivement le gain que je vais réaliser tout en minimisant la concentration, le stress, le temps, l'énergie. Et au final, j'ai vraiment un risque réduit, hein, donc, puisque je reste moins longtemps sur le marché et que j'ai un stop plus proche, tout simplement. Alors, la manière classique pour rentrer. Après, je vais vous présenter moi ce que j'utilise avec la méthode GTAS qu'on trouve sur la Nano. Mais pour ceux qui n'utilisent pas évidemment GTAS, vous pouvez vraiment choisir parmi tous les éléments que je vous mets là. L'idée, c'est quoi? C'est je vais rentrer. La première chose, c'est que je vais repérer un élément, une configuration spécifique. Alors, selon les outils que vous utilisez, selon les méthodologies que vous utilisez, vous allez, imaginons, allez, on va prendre un exemple de base, on va dire avec un exemple de chartisme classique, un double top, un double creux, une TE, voilà, bon, des choses que tout le monde, je pense, connaît bien. Si vous utilisez Shimoku, je ne sais quoi, avec notre exemple, bref. L'idée, c'est que vous avez une configuration technique qui vous intéresse, vous pensez que ça peut aller vers le haut, on va dire, donc plus haut, donc il faut que vous achetiez, mais vous devez absolument trouver une entrée précise pour les éléments que nous venons de voir. Les erreurs les plus souvent commises, c'est quoi? C'est effectivement, j'ai ma configuration, j'anticipe le signal et j'anticipe l'entrée, parce que si je n'y vais pas immédiatement et tout de suite, je vais rentrer plus tard. Donc, ça me coûtera plus cher. Ça, c'est vraiment le truc classique, je dirais. Malheureusement, lorsque vous jouez à ça, ça veut aussi dire quoi? Ça veut aussi dire, surtout pour moi, que vous allez rentrer trop tôt. Et lorsqu'on rentre trop tôt, ça veut dire que l'on rentre mal. Et que donc les probabilités que le trade gagne sont plus faibles. Ça, c'est le premier point. Donc, il faut avoir travaillé les configurations, il faut bien connaître les stratégies que vous utilisez, évidemment, et il faut choisir les entrées. Donc, ces entrées, ça peut être un signal, un chandelier. Donc, si vous connaissez les chandeliers japonais, vous pouvez décider de rentrer suite à un chandelier spécifique. C'est lui qui va vous indiquer que vous pouvez y aller. Ça peut être un indicateur, donc les indicateurs, vous en avez tout un tas. Vous pouvez dire lorsque l'indicateur X, donc stochastique, va être sous les 20, ou, etc. J'y vais, enfin bref, et c'est vous qui choisissez, et il faut que ce soit très précis. Il faut que dans tous les cas, ce soit très précis. Si, puisque je vous parle du stochastique, si vous prenez un stochastique et le niveau de 20, pour moi, le niveau de 20, enfin, si je dis sous les 20, ou si je dis j'attends que ça passe sous les 20, que ça recroise au-dessus les 20, il faut que ce soit précis, c'est-à-dire que je rentrerai uniquement au-dessus des 20,01. Donc, à 19,9, je n'y vais pas. Encore une fois, le trading, c'est une question de discipline et de méthodologie. Et il y a des choses simples pour devenir discipliné. Donc, vous choisissez soit un chandelier, soit un signal avec un indicateur technique. Vous ajoutez éventuellement, évidemment,
l'enfoncement ou la cassure d'un niveau support, de niveau résistance horizontale ou de niveau support résistance oblique dynamique. Bref, vous créez, enfin, vous avez votre stratégie, mais vous ajoutez vraiment des éléments clairs, des éléments clés, des éléments précis. Et vous allez mettre, alors, ne mettez pas 25 éléments, parce que, évidemment, si vous êtes en investissement, si vous travaillez dans des UT jour, évidemment, le soir, vous avez le temps d'aller cocher toutes les cases et voir si votre timing choisi avec 6, 7, 8 éléments critères pour valider, pour le valider, ben vous avez le temps de dire OK, 1, 2, 3, voilà. Mais lorsqu'on est en day trading, généralement, on n'a pas trop de temps. Il faut être dans la saine réactivité, dont l'idée, c'est pas plus de 2 ou 3 éléments, mais 2 ou 3 éléments très précis, qui vont correspondre évidemment à chaque stratégie. Selon que vous soyez dans des stratégies en accélération, en trend following ou dans des stratégies de type mine reversal, donc plutôt des stratégies de retour à la moyenne, évidemment, là, vous comprenez bien que les entrées n'auront pas du tout les mêmes critères. Bon. Ensuite, vous pouvez ajouter évidemment des indicateurs qui vous indiquent le fait que le marché est susceptible de se retourner, comme les divergences qui marquent le fait que le momentum ralentit, etc. Bref, tous ces éléments-là, il faut que ce soit sur la table, il faut que vous choisissiez les places, il n'y a aucun secret, on les teste en backtesting, puis on les teste en temps réel. Tout ce que j'ai fait moi et tout ce que je fais moi, et je continue toujours à faire de la recherche. La recherche, on le fait sur le papier, à froid, à blanc, et après la recherche, on passe en mode réel. Donc, on met en production, comme on appelle en termes industriels, et on met en production ce qu'on a vu, et c'est là que l'on affine. Donc, on peut démarrer le timing que je choisis, je vais prendre 3 ou 4 ou 5 éléments, et à la fin, quand je mets en prod, évidemment, il faut essayer de finir avec 2 ou 3 les plus efficaces. Sachant encore une fois que l'on doit vraiment tenir compte du fait qu'on est des traders ou des tradeuses, des hommes ou des femmes, et que donc on est soumis à des émotions, à du stress, à de la fatigue éventuelle. Et si l'on ne prend pas ça en compte dans le choix de nos entrées, tôt ou tard, ça va nous jouer des tours. Si on n'est pas suffisamment précis dans les entrées, des fois, même en ayant préparé les entrées, on pourra croire, on pourra croire que ce que je raconte, que je rentre bien, alors qu'en fait, je suis en phase de stress. Donc, ce que je vois n'est pas ce que je prends. Il y a un problème. J'ai aussi un petit point graphique du slide, du certainement interface GoToWebinar. Le texte dézoomé au maximum ne rentre totalement pas dans le cadre de la fenêtre GoToWebinar, qu'en mode plein écran, pas en mode fenêtre. Ah ouais. Alain, je te laisse éventuellement répondre si c'est là, parce que moi, j'utilise GoToWebinar tous les jours et j'y étais justement avec le mien juste avant et a priori, tout fonctionnait pour bien. moi, je ne constate pas du tout, je ne constate aucun problème sur la diffusion du slide. Donc, après, je veux dire, est-ce que les gens suivent le webinaire sur un petit écran, un smartphone, ou suivent le webinaire sur un écran d'ordinateur? C'est là la question. D'accord, ok. Tout est OK, me dit-on. Je pense que voilà, on est extrêmement nombreux aujourd'hui. Il y a peut-être des configurations non, Angélique nous dit que c'est sur un joli PC 1920, un 1200. C'est nickel. C'est nickel, quel dommage d'avoir enlevé la vidéo. Bah oui, mais bon. Ouais, mais bon, après, si ça aucun problème. Voilà, bon, ben, les habitués, j'aurais presque tendance à dire les habitués des webinaires, c'est pas pour. C'est OK sur ordinateur. A priori, ça marche même sur iPhone. OK, voilà, ça marche a priori. Allez, je peux continuer. Voilà, bon. Désolé, Merci, Angélique, j'espère que tout va fonctionner. Alors, attends, si un objectif de rendement trop ambitieux et plus risqué, quel peut être un niveau optimal?
Raphaël, j'ai un peu de mal à comprendre. Euh, alors, les objectifs de rendement, merci Kevin, les objectifs de rendement, pour moi, ne sont jamais trop ambitieux. Moi, je travaille sur plusieurs comptes d'investissement, trading, swing trading, bref, etc. J'ai, on va dire, le compte d'investissement qui est un rendement moyen. Et puis après, j'ai un compte de trading très agressif sur lequel je suis très ambitieux. Voilà. Puis après, j'en ai d'autres sur lesquels, voilà. Donc, en fait, il n'y a pas pour moi de rendement trop ambitieux. Le rendement trop ambitieux, c'est souvent, est-ce qu'on a l'expertise, la capacité, l'expérience pour arriver à ce qu'on veut faire sans prendre trop de risques? Voilà. Donc, c'est une question, je mets quoi en face comme risque? Donc, j'essaie de vous répondre pour le niveau optimal, plutôt que de, moi, j'aime bien, plutôt que de raisonner en termes de rendement qui est toujours très simple, euh, avant de raisonner en termes de rendement, moi, je raisonne toujours en termes de risque. Mes comptes sur lesquels on va dire, je gère pour un rendement moyen, on va dire, je prends un risque très faible. Voilà. Les comptes sur lesquels je suis très agressif et sur lesquels j'espère un gros rendement, je prends évidemment des risques très élevés. Donc le rendement, pour moi, n'est que la dérivée seconde du risque que j'engage. Voilà. Donc il n'y a pas de trop ambitieux, il n'y a pas de... Je risque quoi? Autrement dit, si vous risquez 3% pour obtenir 100% de gain à la fin, si votre max drawdown annuel, donc la perte maximale autorisée sur l'année est de 3%. Je prends évidemment un exemple grossier. Et que vous ambitionnez de faire 100% à la fin de l'année, si vous le faites, appelez-moi vite. Si votre risque est de 30% en max drawdown, autrement dit, si vous avez 100 et que vous autorisez une perte, que vous autorisez une perte de 30 sur votre compte sur l'année, et si votre ambition sur l'année, c'est de faire 8%, évidemment, il y a un gros souci. Autrement dit, le risque que vous autorisez par rapport à la performance que vous souhaitez est ridicule. Si vous vous autorisez une perte maximale de 10 à 20% pour un rendement de 30 à 50%, là, ça commence à ressembler à un trader sérieux. Voilà, je ne sais pas, Raphaël, si j'ai totalement répondu à votre question, j'espère. C'est une gestion de trade en relevant son stop loss pour optimiser le rendement. Oui aussi. Merci, Fabien, j'imagine. Voilà. Donc, j'en étais là. Évidemment, on peut, merci, ok, a priori c'est bon. Évidemment, on peut évidemment ajouter le volume. Hein. Le volume est souvent essentiel sur les entrées. Attention, il faut évidemment avoir des produits qui nous procurent des volumes. Les CFD, on ne sait pas trop ce que sont les volumes. Les futurs, désormais, on le sait, mais on sait qu'il y a aussi beaucoup de produits alternatifs aux futurs. Moi, quand j'ai commencé le trading, il n'y avait que les futurs dont les choses étaient simples. Désormais, les volumes ont une importance moindre qu'il y a 20 ans. Peut-être que vous en foutez, évidemment, mais je préfère vous le dire. Il y a 20 ans, lorsque j'ai tradé, le volume était crucial parce que la lecture du volume nous emmenait vraiment des éléments clés. Aujourd'hui, la lecture du volume est un élément complémentaire, supplémentaire, mais n'est plus un élément clé. Voilà. Et enfin, évidemment, vous pouvez peut-être décider de valider en supplément avec une stat, une nouvelle, un résultat, notamment si vous faites les actions, why not? Voilà. Mais l'idée, vous allez devoir choisir.
Et je vais vous montrer moi ce que je fais avec GTAS. C'est la simplification à l'extrême et je vais vous montrer ce qu'est GTAS. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, là j'ai un truc là sous les yeux, donc on va le faire tout de suite. Je vais vous le mettre là. GTAS, c'est là. J'ai un écran. Voilà. Bon, ça, c'est la méthode que j'ai développée. L'idée, c'est avoir un écran le plus simplifié possible, avec des indicateurs les plus simples possibles, et qui vont nous indiquer soit si on a un biais à la baisse lorsque c'est rouge, soit si on a un biais à la hausse lorsque c'est vert. Voilà. Je vous le raconte très vite. Et nous avons ici en bas 3 indicateurs, le BSI long terme, moyen terme et le court terme. Et mes entrées vont désormais à 95%. J'utilise cet indicateur en bas, c'est-à-dire que c'est le changement. Ce n'est pas lorsqu'il passe du rouge au vert que je rentre sur le marché, c'est lorsque j'ai une configuration, une stratégie complète et que cette stratégie est validée par cet indicateur BSI court terme que je vais rentrer sur le marché. Voilà pour ce que je fais. Je vais vous montrer deux ou trois exemples. Alors, ce que je fais là, c'est je vais au bout du système que je vous racontais. L'idée pour vous, ce que je vous raconte aussi, il n'y a évidemment aucune obligation à travailler avec ce système-là, ni aucune incitation. Faites vraiment ce que vous voulez. Je veux dire, mais l'idée pour moi, c'est de se dire, en fonction des critères que nous avons vus précédemment pour choisir l'entrée, le timing, etc., choisissez des éléments clairs, ne créez pas des entrées que j'appelle usine à gaz avec trop de critères, parce que même si en blaguant, ou presque en blaguant, je vous disais que lorsqu'on est un investisseur long terme, on a un petit peu le temps de choisir et que donc on peut avoir 6, 7, 8 éléments, 7, 8 critères pour entrer. La réalité, c'est que c'est pénible, c'est du tout éprouvé. Il y a des études, vraiment des études scientifiques sur le sujet de la prise de décision et tout montre que nos biais cognitifs nous font croire des fois, nous font voir des choses qui n'existent pas presque. Voilà. Donc moi, le nombre de fois où en tradant, avant que j'ai des éléments clairs comme avec cet indicateur, mais lorsque après plusieurs trades sur la journée, après plusieurs trades sur la journée, je rentrais et j'étais sûr et persuadé qu'il y avait une configuration, machin, etc. Et comme j'essayais toujours d'être sérieux et donc de bien noter mes entrées, de vérifier le soir même ou le lendemain à froid, au calme, ce que j'avais fait, je peux vous assurer que c'était presque tous les jours où j'étais surpris de voir, de me dire que j'étais sûr et certain que j'avais vu ça, évidemment. Parce que ce qu'on voit en temps réel, lorsqu'on attend que la partie droite du graphique bouge, et ce qu'on voit après coup, le soir, le lendemain à froid, n'a souvent plus rien à voir. Plus rien à voir. Et donc, effectivement, il faut vraiment essayer de choisir des critères. Voilà. Merci Bernard. Effectivement, joli prénom en plus. Effectivement, avoir trop de critères, on risque de ne jamais rentrer, en plus du fait que trop de critères vient vraiment nous impacter dans le choix. Donc, l'idée de ce que je vous ai montré avec l'indicateur sans faire, sans vous expliquer longuement et largement, en plus, je pense que vous allez sur le site, il y a le PDF qui explique que la méthode qui explique tout. L'idée, c'est quoi? C'est que je repère une configuration, j'ai une stratégie technique qui
réagit à cette configuration et je vais la valider avec un indicateur simple. L'idée, c'est quoi? J'évite les entrées où, effectivement, si je n'ai pas bien travaillé mes stratégies, un coup, je vais rentrer avec un indicateur, un coup, je vais rentrer avec du volume, un coup, j'ai un spike, donc une poussée violente sur les prix, j'y vais très très vite, et au final, je vois que c'était un spike, donc une fin de vague, et je me fais avoir, etc., etc. Enfin bref, tous les éléments qui font que... ne prenez jamais comme des critiques les propos que je peux tenir des fois, parce que je le dis suffisamment souvent, toutes les conneries que peuvent faire les traders débutants ou les traders moins débutants, mais qui ne sont pas encore réguliers, je les ai faites. Hein, je veux dire, donc je ne jetterai jamais la pierre à un trader qui rentre trop vite, qui s'énerve, qui est excité, qui croit que parce que ça monte, il faut acheter très vite, qu'il faut courir après le marché. Tout ça, je l'ai fait. Et c'est parce que ça m'a coûté suffisamment d'argent que je me suis discipliné. Voilà. Je ne suis pas arrivé sur les marchés en étant discipliné. J'étais même, je dirais, j'avais à peu près toutes les qualités qu'il ne fallait pas. J'étais indiscipliné, j'étais très impatient, très pressé, je voulais utiliser du levier. Et c'est parce que j'ai réussi à me guérir, si je puis dire, de tous ces mots MAUX, qu'au final, bon, mais ça va. Ensuite, avoir un indicateur précis, ça va limiter le nombre de trades. J'ai une grande théorie qui est plus qu'une théorie. Je fais depuis de nombreuses années une étude sur les traders qui sont en gain et les traders qui sont en perte. Je le fais même avec les traders que j'accompagne. Un des éléments clés, où j'ai fait vraiment changer de niveau, c'est quand je fais réduire le nombre de trades. J'ai que deux cas. Alors, mon vrai job, c'est trader. Hein, donc, la formation avec Invest, ça reste très réduit. Je choisis, enfin, on a la chance de choisir qui on forme, etc. Donc, on n'est pas sur un mode d'usine. Loin de là. Ça très, très artisanal et très individualisé. J'ai que deux cas de traders à qui j'ai fait augmenter la fréquence de leurs opérations. Vous voyez. Donc, tous les autres, dès lors qu'ils réduisaient la fréquence dans le nombre de trades, leur résultat se retournait. Voilà. Généralement, je dis bien donc à 90%, voire plus, les traders tradent trop. On croit souvent qu'il y a beaucoup d'opportunités sur les marchés, il y a beaucoup d'opportunités sur les marchés. Vouloir sauter sur toutes les opportunités, franchement, ça ne sert à rien. Les plats repassent toujours. Une occasion ratée, c'est peut-être une frustration, certainement. Mais ce n'est rien de grave. Rien de grave. Voilà. Ensuite, si on a un élément clair, et ça c'est vraiment crucial, ne tradez pas lorsque vous rentrez sur le marché. Alors, évidemment qu'on est toujours dans une émotion, je suis en gain, je suis en perte, je suis stressé, j'ai des problèmes familiaux, enfin bref, j'en ai pas, ou je suis euphorique. Mais il faut évidemment limiter ce côté émotionnel au maximum et avoir des critères précis, donc je dis bien un ou deux critères, un ou deux indicateurs, une configuration, un chandelier, un volume, bref, un niveau que l'on casse, ce que vous voulez, mais un ou deux, pour valider toute une configuration. Si vous avez des éléments simples, la probabilité que vous laissiez vos émotions prendre le dessus, elle est beaucoup plus faible. Et puis après, évidemment, bon, ça je l'ai déjà dit, si on a 5 ou 6 conditions plus que ça, à ce moment-là,
ça devient très compliqué. On ne sait jamais trop. Est-ce que vraiment celui-là, il a coupé, est-ce qu'il n'a pas coupé, est-ce que le volume est bon, est-ce que si bon. Voilà. Je vais prendre 2 ou 3 exemples. Alors, j'apporte une petite précision pour tout le monde parce que je reçois déjà beaucoup de mails dans la boîte aux lettres sur cette question. Donc, ce sera le même lien pour toute la journée. Donc, vous avez pu être amené, bien sûr, à choisir les webinaires qui vous intéressaient. Donc, il y avait 6 inscriptions au total à faire si vous vouliez suivre les 6 webinaires. Mais même si vous ne vous êtes pas inscrit aux 6 webinaires, vous pouvez utiliser le même lien pour tous les webinaires de toute la journée. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est qu'après l'intervention de Bernard, il y aura une pause quelque part entre 12 et 13 heures et on reprendra à 13 heures non-stop jusqu'à 18 heures. Voilà. Merci pour la réponse. Philippe, j'ai posé une question. Philippe a posé une question aussi. Il me dit merci pour la réponse, mais non, je pense pas. Ok, ça marche. Ouais, je vois pas. Ok, ça marche. Si vous avez des questions, vous pouvez. Ah non, c'est Alain. Ok, ok, ok. Même lien. Ok, ça marche. C'était à toi, Alain, qui répondait. Donc, le BSI, j'indique bien, c'est l'indicateur du bas. Voilà, donc l'idée, vous voyez, c'est avoir un écran le plus simple possible. Là aussi, sans aller sur GTAS, je vous conseille d'avoir des écrans les plus simplifiés possibles. Là aussi, souvent, je vois des écrans avec 3, 4, 5 indicateurs, un RSI, un MACD, un stochastique, un ROC et je ne sais quoi encore. Je vois ce moyenne mobile et je vois des traits de tous les côtés, des Fibonacci. Et là, je fais waouh! Et tu vois quoi dans ton écran? Parce que moi, j'ai un petit peu de métier et je vois rien. Donc, c'est vrai que ça me fait toujours un petit peu peur. Voilà, moi, je suis la base. Je considère depuis très longtemps, alors je vous accorde, il faut un petit peu de métier au début, hein, donc je ne vous dis pas du jour au lendemain. Mais je considère que tout est dans les prix. Pour ceux qui connaissent les divergences entre indicateurs entre indicateurs et les cours de bourse, donc une divergence, je vous rappelle, n'indique jamais un retournement du marché, mais une divergence indique juste un ralentissement du momentum. Donc pour ceux qui connaissent, c'est vrai que ça peut se lire sur un RSI, sur un MACD, sur un STO, sur un ROC, sur tout ce que vous voulez, une divergence, mais la réalité, c'est que lorsque votre œil est habitué, ça se lit sur le mouvement des prix, simplement. Donc tout est inscrit dans les prix. Donc c'est très bien d'exercer votre regard, votre œil à bien comprendre ce qui se joue dans les chandeliers japonais. Alors moi j'utilise des chandeliers japonais qui en plus nous apportent vraiment une foultitude de renseignements très 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 intéressants, cruciaux pour la compréhension de qui est en train de remporter le combat entre les acheteurs et les vendeurs, tout simplement. Et là, je vous ai mis un exemple, voilà, qui est juste anecdotique, mais qui est tout simplement pour vous indiquer plus simple qu'un triangle et qu'une sortie de triangle, ça n'existe pas. Et là, souvent, sur ce type de configuration, on voit quoi? On voit des gens qui vont rentrer avant le triangle. Toujours une erreur selon moi. Moi, quand je vois un triangle, je pose les pieds sur le bureau et j'attends tranquillement que l'on casse le triangle. Parce que le triangle, c'est une essoreuse, une lessiveuse, vous rentrez dedans. Voilà. Donc, ça ne sert à rien, sinon à justement attendre, attendre, attendre. On perd du temps, on perd son énergie, etc. Alors, c'est vrai que des fois, on a l'intuition mais l'intuition que, je m'en moque. Moi, la seule chose qui m'intéresse, c'est comment est-ce que je vais rentrer de manière précise et de manière à pouvoir reproduire dans le temps ce que je fais. Ben là, tout simplement, j'ai le fait que tout était vert, que l'environnement, le fond était vert ici, donc ça m'indique que le biais doit être à l'achat. Si vous regardez là, alors cet indicateur-là, c'est le nuage, il a vachement bien servi de support en plus, donc ça c'est un élément supplémentaire. Et le fait que l'on casse, que l'on enfonce tout simplement
la résistance oblique et que le B se retourne vers, lance le signal. Tout simplement. C'est-à-dire que je n'ai pas à me poser 50 000 questions avant, j'y vais pas. Et lorsque ça m'autorise, c'est une autorisation. J'ai prévu pour X raisons, j'y vais. Si j'avais fait une analyse sur les UT supérieures et que ça me va bien, etc., etc. Voilà. Et là, je viens d'en voir une aussi qui est sympa, c'est celle-là, puisque je vous parlais des chandeliers japonais. Si vous regardez, là, j'ai évidemment un magnifique marteau pour ceux qui connaissent. Donc, ça indique bien qu'on est venu chercher le support à ce niveau-là. Le support à ce niveau-là. Ensuite, on a un chandelier en arami, pour ceux qui connaissent aussi. Et puis, évidemment, on sort avec un gros chandelier. Et la validation, alors là, il y a une stratégie pour ceux qui connaissent GTAS, mais la validation ne se fait pas là, ne se fait pas là, ne se fait pas là, ne se fait pas là. Elle se fera à ce niveau-là lorsque les BSI se retournent. Là aussi, l'idée, c'est juste de se dire, je suis patient, j'attends que ça valide, parce que j'ai travaillé mes entrées et je sais que je vais les valider avec des outils simples, clairs. Voilà. Donc, le travail que je vous conseille de faire, et voilà, là, je vous avais mis ça, mais on s'en moque un peu. Là aussi, je vous ai mis dans c'est de l'euro-dollar. Je l'ai pris hier soir, sauf erreur. Bon, elle est extrêmement vite aussi. Bon. Une chose simple, hein. Tout est haussier, on a une vague corrective classique. Alors aussi, c'est une forme de triangle. Attention, je ne trade pas que les sorties en triangle. Et on a ici, pour ceux qui connaissent, on a un double croisement sur le BSI court terme et le moyen terme en fait en même temps, ce qui ajoute en fait une puissance supplémentaire. Et là aussi, on n'a pas à se poser la question de ça casse. J'ai mon indicateur qui me le valide, j'y vais. Donc, vous le faites avec ça, vous le faites avec les indicateurs que vous choisissez. Mais l'idée, répétez, s'il vous plaît, choisissez vos entrées avec un ou deux indicateurs, enfin un ou deux critères, qui peuvent être des volumes ou des chandeliers, ou qui peuvent être des indicateurs, des niveaux qu'on franchit, et accepter le fait que des fois vous rentrerez plus tard, des fois plus tôt, des fois vous ne rentrerez pas, mais l'important c'est de toujours reproduire. L'important c'est de reproduire. Voilà. Alain, je pense que j'en ai fini et que c'est l'heure. Donc s'il y en a qui ont des questions sur tous les sujets que vous voulez, je peux vous répondre. Alors, merci mille fois Bernard dans le respect. Merci Bernard dans le respect du timing, c'est très important effectivement, bien qu'il y ait une petite coupure désormais et qu'on reprendra vraiment la session non-stop entre 13h et 18h. Donc, j'apporte la précision que bien sûr, encore une fois, tout est enregistré, tout sera mis en ligne sur notre chaîne YouTube. Ce sera l'occasion de recommuniquer sur le sujet. Vous avez été très nombreux pour assister à ce premier webinaire, mais grosso modo, à peine 50% par rapport aux inscrits. Donc, forcément, il y aura nécessité de communiquer à tout le monde le lien pour le replay. On le fera. Voilà. Donc, merci beaucoup à tout le monde. Merci surtout à Bernard pour ce premier webinaire. J'en profite bien sûr pour indiquer un petit scoop, une petite avant-première. J'ai même oublié d'en parler. Nous allons communiquer à partir de demain, sur une offre avec Bernard, donc une offre qui permettra effectivement d'adjoindre le module GTAS avec 2 mois de coaching, parce que comme on dit souvent, la théorie c'est bien, on vous donne des outils, on vous donne le manuel pour utiliser ces outils, c'est bien, mais parfois avoir quelqu'un qui va vous montrer, en l'occurrence Bernard qui est créateur bien sûr de la méthode, mais vous montrer pas à pas, semaine après semaine. Donc c'est un coaching sur 3 journées dans la semaine, le lundi, le mercredi et le vendredi, et ça pendant 2 mois. Donc on communique là-dessus demain. On est juste en train de finaliser. Peut-être qu'en fin de journée, j'aurai très certainement
le lien peut-être vers le mailing, vers quelque chose, pour déjà vous le donner en avant-première. Et quoi qu'il en soit, toutes les personnes qui suivent aujourd'hui le webinaire recevront demain donc notre mailing sur le Black Friday, sur l'offre Black Friday. Tout le monde y va de son offre, on ne fait pas exception. Donc, vous recevrez cette offre demain. Voilà. Donc, merci encore à toutes et tous. Merci Bernard. Si tu veux encore ajouter un petit quelque chose. Normalement, je me suis remis en vidéo. Je ne sais pas si vous me voyez, mais parce que moi, je n'ai pas de retour. Mais là, vu que c'est la fin, je me dis que c'est moins grave parce qu'il y en a là qui disaient que c'était donc dommage que je Oui, faisais moins de vidéo, ok. grimaces. La vidéo est ok. C'était moins sympathique quand je faisais pas les grimaces. Alors, Alain, je pense que tu as une question pour toi. Donc, effectivement, je te l'ai collé sur les extensions de Fibo. Et effectivement, j'en avais parlé avec. Voilà. Donc, on en reparlera si tu veux, à l'occasion. D'accord? Toujours un plaisir de vous voir. Merci Françoise, c'est très gentil. Et Georges, je me demandais une synthèse de l'essentiel. Pour moi, la synthèse, elle est claire. Avoir des entrées précises avec des stops précis, la gestion du risque prime sur tout ce que vous faites. Voilà. Vouloir avoir un gain, c'est beau, gérer son risque, c'est mieux parce qu'au final, les gains arrivent si l'on gère son risque. Voilà. Ça, je peux vous l'assurer. Le timing est la clé pour moi de tout le trading. Alors, je sais que c'est discuté, mais à chaque fois que j'en discute, voilà, j'ai des arguments. On va dire, le trade se passe bien si l'on rentre bien, le résultat se passe bien si l'on rentre bien, et le résultat final se passe bien si. Voilà. Donc, voilà. Donc, et comment est-ce qu'on a une entrée qui est précise avec des critères réduits et des critères que l'on reproduit. Donc, voilà mon résumé. J'espère que les choses sont claires. Merci Bernard. Donc, je vais couper l'enregistrement maintenant. Dans le cas,